Un grand bonjour à vous toutes, à vous tous et bon week-end. Merci d'être là, à la fois sur BFM Business mais aussi sur 01 TV pour votre nouveau rendez-vous en route pour demain. Pauline Ducamp est à mes côtés. Bonjour Pauline. Bonjour François. Allez, au sommaire de ce nouveau numéro. Est-ce la fin de la course à la vitesse? Pollution, sécurité routière, l'automobile serait-elle en train de ralentir? Julien Bonnet sera en plateau avec nous pour décrypter cette nouvelle tendance de fond. Et on commence à croiser de nouveaux véhicules électriques sur les routes de France. Il s'agit de MG Motor, le constructeur chinois qui part à la conquête de l'Europe. On en parle dans quelques minutes. D'un petit SUV électrique à l'autre, c'est l'un des modèles les plus attendus de l'année, la Tesla Model Y. Dimitri Charetis a bien entendu déjà pris le volant, c'est l'essai de la semaine. Et bien voilà, c'est le menu de ce En route pour demain. Merci d'être là avec nous comme chaque week-end. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain avec Pauline Ducamp et François Sorel. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce rendez-vous tous les week-ends à la fois sur 01 TV mais aussi sur BFM Business, à la radio, à la télé. Si vous êtes passionné par toutes les nouvelles mobilités, voilà un rendez-vous qu'il ne faut pas manquer. Et notre premier invité que vous connaissez, bien sûr, il s'agit de Julien Bonnet, journaliste à BFM Business. Bonjour Julien. Bonjour François. Bonjour Pauline. Et alors Pauline, on va parler avec Julien de ce changement dans notre manière de conduire aujourd'hui. On ne parle plus forcément de vitesse. Absolument, c'était pourtant l'un des marqueurs du progrès technique depuis pratiquement l'invention de l'automobile, c'était de se déplacer toujours plus vite. Alors ça marchait aussi pour les trains, pour les avions, mais c'est un objectif qui paraît aujourd'hui de moins en moins dans l'air du temps avec les problématiques à la fois de sécurité routière, de pollution. Alors Julien, est-ce qu'on peut dire que dans ce contexte, ça marque en fait la fin de cette course à toujours plus vite, la fin de la course à la vitesse et à la quête de déplacement toujours plus rapide d'un point A à un point B? Oui, on sent qu'il y a un changement là dans l'histoire récente. Dans l'automobile particulièrement, on avait vraiment cette quête de la vitesse. C'était dans le discours des grandes marques, toujours lorsqu'il y avait un nouveau modèle. Les 0 à 100, voilà. La vitesse max. Alors, oui, c'est vrai qu'on garde quand même cette histoire du 0 à 100, notamment dans l'électrique, qui a cette capacité d'accélération assez phénoménale. Mais c'est vrai qu'on a quand même un changement peut-être dans la philosophie de voir les choses, c'est comment se déplacer le plus vite possible. Ça, c'était historiquement comme ça. Et on va de plus en plus vers comment se déplacer le mieux possible, avec la meilleure efficacité énergétique. Et finalement, ça date pas non plus de seulement aujourd'hui. On peut dire que finalement les 24 heures du Mans qui sont nées en 1923, il y avait déjà cette quête bien sûr de la rapidité mais aussi de la fiabilité et d'une certaine régularité pour tenir 24 heures dans l'effort, exactement. Donc finalement aujourd'hui on voit donc ce contexte du ralentissement avec l'actualité, le 30 km/h généralisé en ville, donc dans pas mal de villes en France, notamment Paris récemment. On l'a aussi bien sûr avec la réforme du 80 assez récente sur le réseau national. Le débat sur la vitesse sur autoroute qui a été soulevé il y a quelques jours. Qui revient régulièrement maintenant depuis quelques années. Est-ce qu'on aurait intérêt à passer de 130 à 110 en vitesse maximale sur autoroute? Dans des pays voisins, la Belgique notamment, c'est de la réalité depuis quelques années. Et on peut aussi évoquer d'autres moyens de transport, comme tu as dit Pauline. Donc, par exemple, le train, là, on voit que la SNCF récemment a proposé des trajets Paris-Lyon et Paris-Nantes avec des trains plus lents, mais pour proposer un tarif plus avantageux. Et dans l'avion, on voit depuis quelques années la tendance du Flixcam, donc le terme suédois, pour dire la honte de prendre l'avion, et donc peut-être rationaliser un peu ses déplacements. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent ce changement de point de vue. Pour l'avion, c'est clairement la question environnementale, réduire la pollution. Pour l'automobile, c'est aussi la lutte contre la pollution, parce que quand on baisse la vitesse, on consomme moins, donc bien sûr on pollue moins. Même s'il y a des études quand même qui sont assez partagées. Alors il y en a une récemment, mais sujet, finalement, celle du CEREMA qui a fait beaucoup parler. Quand on roule à 100 km/h, est-ce qu'on pollue moins? Ça a été un peu mal interprété, parce que finalement, normalement, en réduisant la vitesse en ville, vous réduisez quand même la pollution, parce que vous allez aussi diminuer les phases d'accélération, notamment de 30 à 50, parce que si vous abaissez la vitesse maximale à 30, après, il faut que ce soit respecté, ça c'est une autre histoire. Mais avec les radars, bien sûr, qui se développent, c'est aussi un facteur aussi de ralentissement. C'est comme on est surveillé de partout en attendant la voiture, un peu façon 5e élément, qui vous retirera les points en temps réel si vous franchissez la vitesse. Ça va arriver, ça, un jour. C'est sûr, François. Et dans le discours des marques, ça commence à se concrétiser. C'est-à-dire que Volvo a été un des premiers à annoncer qu'ils bridaient volontairement leurs véhicules dans cette démarche de sécurité, parce que finalement, réduire la vitesse, c'est aussi réduire le risque d'accident. Notamment Anne Hidalgo, qu'on pouvait attendre sur le terrain de la pollution. Elle a plutôt insisté, donc la maire de Paris, qui est candidate officielle à la
l'élection présidentielle pour 2022, finalement, elle a plutôt axé son discours sur la partie sécurité. Et donc ça, Volvo, c'est typiquement ce qu'ils cherchent à créer avec cette annonce du bridage à 180, c'est plutôt de réduire le risque d'accident très grave. Et récemment, Renault a aussi fait un peu le buzz comme ça, en annonçant qu'ils allaient aussi brider leurs véhicules à 180. Et alors justement, ce bridage, il intervient aussi sur des voitures électriques, parce que finalement, ça va permettre, qui dit rouler moins vite, dit aussi une autonomie préservée sur l'électrique. C'est ça. C'est qu'en fait, historiquement, sur les voitures électriques, il y a toujours eu un bridage électronique de pratiquer. Le raisonnement, il est assez simple. C'est finalement, moins on va vite, moins on va vider la batterie. Oui, parce que le rendement n'est pas le même, hein, bien évidemment. Exactement. Et donc, sur une Renault Zoé, par exemple, j'ai regardé l'actuelle là, qui est en vente. Le bridage, il est de 135 ou 140 km/h selon les versions. Ça n'empêche pas d'être la voiture électrique la plus vendue l'an dernier en Allemagne, alors que c'est un pays qui a encore des autoroutes à vitesse illimitée. Et un modèle allemand, la Volkswagen ID.3, qui a plutôt une vocation de citadine polyvalente, un peu façon berline compact, façon Golf. Elle est bridée à 160 km/h, alors que c'est bien une voiture allemande conçue a priori pour aller vite. Mais finalement, le contre-exemple de la voiture volontairement lente pour diminuer sa consommation, c'est peut-être Tesla, qui a lancé le Roadster en 2008 et la Model S en 2012, avec cette idée de rendre sexy l'électrique, pas seulement par le design, mais aussi par les performances. Oui, par les performances sportives. Voilà, c'est ça. Et on en revient à ce fameux 0 à 100. Donc Tesla, ça a été une des premières marques à proposer un 0 à 100, entre guillemets, accessible, parce que concrètement, à partir de 2012, et peut-être les versions quand même un peu plus performantes, 2014-2015, vous aviez une voiture qui était capable de faire un 0 à 100 en 3 secondes à moins de 100 000 €, alors que jusqu'ici, c'était réservé à des supercars à plusieurs centaines de milliers d'euros, voire des millions. Et aujourd'hui, cette course à la performance, elle continue un peu chez Tesla parce que c'est un peu leur marque de fabrique. Donc là, ils viennent de sortir aux États-Unis et on l'attend avec impatience en Europe dès l'an prochain, la Tesla Model S version très performante, donc la Plaid. C'est comme ça qu'on prononce en anglais, ça s'écrit Plaid. Et finalement, là, on passe encore à un cap supplémentaire parce que le 0 à 100, il est annoncé en 2 secondes 1. Elle vient de battre le record. Il faut faire attention aux torticolis. Ça va décoiffer. Hein. Oui, alors là, c'est ça, le coup du lapin, faut se méfier. Mais et là, elle vient de battre le record sur le célèbre circuit du Nürburgring, donc pour une voiture de série électrique, et elle a devancé une certaine Porsche Taycan, donc la première sportive électrique de la marque allemande. Oui, parce que je crois que les performances de cette Tesla, c'est 330 km/h. En fait. Oui, alors c'est annoncé, et là j'ai regardé sur la vidéo du Nürburgring, ouais. C'est pour l'instant la vitesse max qui a été constatée sur ce modèle, 270 km/h. Ce qui est déjà pas mal. Ouais. Donc là, il n'y a pas de bridage, on va dire. Hein. Le bridage, il serait à 323 officiellement d'après Tesla. Oui, ça va. Une petite marge. On va s'en sortir, on ne sera pas dépaysé. Hidalgo va s'arracher les cheveux quand même. Exactement. Avec cette voiture. Mais alors, on parle de Tesla, mais il y a tous les autres constructeurs. Et puis il y a aussi, on va dire, des gens qui n'ont pas envie d'être bridés comme ça avec des véhicules pour se faire plaisir. Est-ce que ça veut dire que les véhicules allemands vont aussi brider, les constructeurs allemands vont aussi brider leurs véhicules, à ton avis ? Oui, je pense que de toute façon, on est quand même obligé de garder ce bridage pour des raisons aussi de comportement du véhicule. Et encore une fois, sur cette question de la batterie, on est content d'avoir la dernière Porsche Taycan qui est magnifique, mais c'est quand même bien si on peut rouler un certain nombre de kilomètres avec. Oui, parce qu'à 300 km/h, il y a sa cousine on n'a pas beaucoup d'autonomie. C'est ça descend assez vite. Et on a sa cousine, l'Audi e-tron GT de la marque cousine, qu'on a déjà pu découvrir dans l'émission, qui a aussi un peu cette philosophie de sportive électrique. Et là, on voit que toutes les marques allemandes y passent. Au salon de Munich, il y avait notamment BMW qui a lancé sa berline i4, donc qui est vraiment le début. C'est la première badgée M, donc M, c'est le badge sport chez BMW, et c'est la première voiture 100% électrique badgée sport. Il y avait bien sûr la i3 qui avait eu une version un peu sportive, mais la i3 de BMW, ça reste quand même une voiture plutôt citadine, donc ça renvoyait pas vraiment cette image. Et en fait, les grandes marques de sport vont passer, je pense à Bugatti, Alpine, ça va devenir des marques 100% électriques, donc il va quand même falloir concilier les deux à un moment. Donc on peut dire un peu cocorico, bien sûr, avec Bugatti qui appartient au groupe Volkswagen, mais quand même une marque alsacienne et française, et donc qui a en ce moment ce changement un peu de structure, mais c'est passionnant parce qu'en fait elle va être associée à Rimac, qui est une jeune marque croate qui s'est justement construit sur des supercars électriques, et donc il y aura un trio un peu qui va être constitué avec Porsche qui va être à la tête de la co-entreprise Bugatti Rimac, et on peut enfin citer bien sûr Alpine qui va devenir une marque 100% électrique. Et on parle de voitures sportives, on peut bien sûr pas oublier les marques italiennes très célèbres, Lamborghini et Ferrari, qui elles aussi ont prévu un virage vers le 100% électrique. Normalement le premier modèle, on l'attend courant 2025. François, Merci. on sera là. Oui, on sera là, bien sûr. Merci beaucoup, Julien. Julien Bonnet, journaliste à BFM Business. Tiens, on parle d'électrique. On va continuer d'en parler d'électrique. Avec MG Motors. On va découvrir ce constructeur chinois tout de suite. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, l'invité.
Et nous accueillons Pauline Clément-Lefebvre, directeur communication de MG Motor France. Alors c'est vrai, quand on pense à MG Motor, on pense aux petits cabriolets, aux petites voitures des années 60 en Grande-Bretagne. Eh bien, au XXIe siècle, ce sont des SUV, ce sont des voitures électriques et MG Motor est devenue une marque chinoise. Alors Clément, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Pauline, bonjour Alors, François. On en croise un petit peu en région parisienne, ces SUV électriques MG, on en voit aussi en Europe. Alors ça représente combien de voitures vendues cette année et quelle gamme vous proposez aujourd'hui ? Alors effectivement, on a un peu changé de scope. On est passé des petits cabriolets que vous connaissez dans les années 60-70 à des SUV 100% électriques, mais aussi des plug-in hybrides. Donc tous nos véhicules sont électrifiés. Et cette année, depuis à la fin du troisième trimestre, on a immatriculé plus de 3000 voitures sur le marché français. Par rapport à l'année dernière, on était à 609 voitures vendues. Donc on est en progression et donc on intègre le marché français avec humilité puisqu'on est en train de mettre en place notre réseau. On a une centaine de points de distribution déjà en France et puis on va continuer à le développer pour que tout le monde puisse avoir un concessionnaire MG à proximité. Quel est l'ADN d'MG Motor? Comment vous différenciez-vous dans aujourd'hui cette concurrence du véhicule électrique? Alors, ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on essaie de repenser la conception d'une voiture, puisque le changement qu'on a aujourd'hui, c'est le plus important dans l'histoire de l'automobile. Passer du moteur thermique au moteur électrique, c'est quelque chose qui est aussi révolutionnaire que de passer de la carriole à la voiture. Et donc, en repensant la conception de ces voitures et notre maîtrise des batteries, puisque nos véhicules sont produits en Chine par des sociétés qui produisent des batteries depuis très longtemps pour tous les constructeurs automobiles, notamment les plus grands que vous connaissez et que vous avez cités précédemment. Et ben, tout simplement, on a repensé la conception et donc on veut offrir une voiture au prix juste aux clients, en leur offrant toute la technologie moderne, en leur proposant des véhicules qui sont assez sécuritaires, puisqu'ils sont 5 étoiles à l'Euro NCAP, et qui sont aussi garantis 7 ans. L'objectif pour nous, c'est de proposer à nos clients des voitures au bon prix, tout simplement. Mais alors pourquoi vous venez sur le marché européen? Parce qu'on pense à la Chine, c'est le premier marché automobile aujourd'hui mondial, c'est le premier marché pour l'électrique. Finalement, il y a déjà un réservoir de clients extrêmement important. Quel est l'intérêt pour vous de venir en Europe et de commercialiser vos véhicules aussi sur le marché européen? Alors il y a plusieurs intérêts à venir sur le marché européen. Le premier, c'est que l'Europe, c'est un faiseur de tendance en matière d'automobile depuis toujours et on se doit d'être présent parmi toutes les grandes marques. MG en fait appartient au groupe SAIC qui est le premier constructeur chinois. Le marché chinois est immense, ça fait plus de 20 millions de voitures par an, c'est plus grand que l'Europe, mais l'Europe reste un marché extrêmement important en termes de volume, parce qu'on est autour de 15 millions de voitures par an sur les bonnes années. Alors effectivement, l'année dernière était un peu particulière, mais il y a une place à se faire. Et aujourd'hui, beaucoup de constructeurs, en fait, ont leurs prix qui ont augmenté et beaucoup de clients se sentent délaissés par le marché du véhicule neuf et ne se sentent plus aptes à rentrer dans ce marché-là. Et aujourd'hui, avec nos produits, notre gamme leur permet d'acheter une voiture électrique, donc avec un déplacement qui est plus responsable pour le quotidien, au tarif d'un véhicule conventionnel proposé par d'autres constructeurs. Vous connaissez les constructeurs se basant sur le rapport qualité-prix. Nous, on arrive vraiment encore en dessous de ces tarifs-là. Et donc, on permet à tout le monde d'avoir une mobilité sûre, par les autos Euro NCAP, électrique, donc plus responsable, et de pouvoir rejoindre le marché de la voiture neuve. Alors justement, vous parlez de rapport qualité-prix. Combien coûtent vos véhicules? Alors, pour l'instant, on a 3 véhicules dans la gamme et là, on a le tout dernier qui est arrivé, qui est le MG Marvel Air, qui est un peu notre porte-étendard, notre grand SUV qui fait 4,67 m. Donc, on est sur des formats familiaux. Voilà, vraiment familiaux, même routiers. Une voiture qui a 400 km d'autonomie, qui débute à 39 990 €, hors bonus écologique. Et à 39 990 €, on peut donc récupérer le bonus écologique maximum. Ça, c'est pour la grande voiture. Mais on a aussi le ZS EV, qui est lui un SUV urbain de 4,30 m. Donc, il est plus sur les formats qu'on vend beaucoup aux citadins. Et là, la gamme débute autour de 30-34 000 € sur le marché français. Vous sentez que les gens, justement, ça y est, que l'électrique, le pli est pris, que les gens ont envie d'y aller? Alors, il y a une vraie augmentation du marché électrique en Europe. Chaque année, le marché électrique double par rapport à l'année précédente. Et donc, il y a une demande pour ces mobilités électriques. Ça correspond à certains usages et c'est important de pouvoir proposer ces voitures-là. Aujourd'hui, on a aussi une voiture qui est un plug-in hybride dans la gamme qui s'appelle le HS et qui lui mesure 4,57 m, donc encore une fois un grand SUV, et qui lui est affiché entre 33 000 et 36 000 € suivant les finitions. Et ces voitures sont toutes équipées, donc il n'y a pas d'option à cocher derrière. Donc on est vraiment très très placé en prix. En fait,
La mobilité électrique, elle va se faire avec le temps. Il faut que l'infrastructure se mette en place, que le réseau soit mis en place pour que les mentalités changent. Voilà, et que les bornes puissent rassurer en fait les conducteurs, c'est ça. C'est ça. Merci beaucoup Clément Lefebvre, donc directeur de la communication de MG Motor France. On commence à croiser quelques-uns de vos véhicules sur les routes et ils sont plutôt jolis en plus. Absolument. Merci beaucoup. Il est temps de retrouver un autre véhicule qu'on croise. C'est la Tesla modèle Y. On vous propose tout de suite le test complet par Dimitri Charetsis de la rédaction de zeronet.com. BFM Business et 01 TV présentent En route pour demain, l'essai. Voilà 2 ans qu'on l'attendait, elle est enfin là, c'est la Tesla Model Y. Et pourquoi on vous dit 2 ans? Tout simplement parce que cette voiture-là, ce SUV, ce petit SUV de chez Tesla, eh bien ça fait 2 ans qu'il roule aux États-Unis. Nous, pauvres Européens, on a dû attendre un petit peu, mais enfin, il est là. Esthétiquement, ce qui saute aux yeux, c'est que ce modèle Y ressemble vraiment énormément à une Tesla Model 3. Pourquoi ? Eh bien c'est tout à fait normal, Elon Musk et Tesla ont voulu faire de ce modèle Y une version SUV de la Model 3. Et c'est pas anodin si les voitures se ressemblent autant. Il faut savoir que 75% des pièces qui sont utilisées pour la fabrication de la Model 3, elles sont en fait réemployées dans ce modèle Y pour arriver à ce résultat. Et c'est pour ça qu'on a des phares qui sont très ressemblants, une face avant qui est globalement très similaire à la Model 3. Et en réalité, les petites subtilités esthétiques, c'est à l'arrière qu'elles se trouvent. On a des lignes qui sont les lignes fuyantes qui sont légèrement modifiées. On a un design qui est, on va dire, unique au modèle Y, mais globalement, une esthétique et une philosophie qui est très proche de la Model 3. La grande différence avec la Model 3, c'est évidemment la taille, l'espace à bord. On a énormément de place à l'intérieur de la voiture, notamment sur les sièges arrière. L'autre grande différence esthétique avec la Model 3, c'est en dehors évidemment de ce toit en verre plein, en une seule pièce, c'est le haillon. Ici, on a un haillon comme sur certaines compactes, mais qui ouvre sur un énorme coffre, 854 litres. Et surtout, là aussi, petite touche technologique du côté de chez Tesla. Pour abattre les sièges, on a juste ces petites touches. Et évidemment, c'est automatique. Une précision utile, ici en test nous avons la version grande autonomie, c'est-à-dire l'une des 2 versions qui seront disponibles en Europe. Il y aura la grande autonomie et la version performance. Pour l'instant et jusqu'au moins le début de l'année suivante, seule la version grande autonomie est disponible et donc c'est celle-ci que nous allons tester. Elle est à partir de 59 990 €. Si vous trouviez déjà que l'extérieur de la Model Y ressemblait beaucoup à celui de la Model 3, vous n'allez pas être déçu avec l'intérieur, tout simplement parce que c'est un copier-coller de ce qui existe déjà sur la Model 3. On a le même écran de 15 pouces central, qui est très agréable à utiliser, et on a aussi le même intérieur, c'est-à-dire les finitions bois, les imitations bois là sur le côté, la console centrale avec le double chargeur à induction pour les téléphones. On a 4 ports USB-C, 2 à l'avant, 2 à l'arrière pour les passagers à l'arrière. Bien évidemment, côté OS, c'est exactement ce que propose Tesla sur ses autres modèles. On a la dernière version de Tesla OS. Donc du coup, on a des choses qui sont plutôt connues sur Tesla OS et qu'on a déjà vu notamment sur le test de la Model 3. On a par exemple évidemment l'autopilote qui est sur le côté gauche, la navigation à droite qui est très bien faite, tous les raccourcis pour ouvrir, fermer le coffre à l'avant, à l'arrière. Et nouveauté de ces dernières semaines, c'est la fameuse Toy Box qui se trouve juste à droite du divertissement et qui permet d'avoir accès là aussi à des applications plus ou moins utiles et surtout moins utiles. La très bonne surprise de ce modèle Y, c'est en fait les sensations de conduite. On s'y attendait pas vraiment et c'est là où le modèle Y fait très fort. L'avantage d'avoir une Model 3 surélevée, c'est que finalement on a aussi quelque part la conduite d'une Model 3. Et donc avec ce modèle Y, on profite de tous les avantages de cette voiture électrique avec une conduite
assez sportive, assez ferme. Donc on a une reprise qui est absolument hallucinante. On a une accélération, un 0 à 100 qui se fait en 5 secondes. Sur la conduite, sur la réaction du châssis, on a une voiture qui accroche la route complètement. On n'a pas du tout l'impression d'être surélevé à ce niveau. Au contraire, on a vraiment l'impression qu'on est cloué au sol. Et elle prend les virages, même on va dire à vive allure, d'une manière assez impressionnante. Cette conduite un peu sportive, elle a un contre-coup, c'est le confort. Là-dessus, Tesla n'est pas au niveau, on va dire, d'une EQS ou d'une voiture très très confortable. Le fait d'avoir déjà une voiture électrique avec la batterie sous le plancher, une voiture lourde qui pèse même plus de 2 tonnes, et surtout le fait d'avoir une direction aussi rigide et des jantes 20 pouces, parce que évidemment notre modèle de test est équipé en 20 pouces, fait qu'au niveau confort, on n'est pas exactement sur une voiture dans laquelle on pourrait se laisser complètement aller. On sent qu'on conduit et on sent que de temps en temps, ça cogne un peu. Parlons autonomie à présent. Alors ce Tesla Model Y, il est censé nous permettre de faire 507 km d'autonomie avec une seule charge. Dans notre parcours de test, qui mélange un petit peu d'autoroute, qui mélange du réseau secondaire et qui est aussi pas mal de petites voies départementales qui sont, sur lesquelles on a pu jouer un petit peu avec ce Model Y, on est arrivé à un peu moins de 20 kWh de consommation. On est même descendu à peu près 16-17 kWh quand on était uniquement en ville. Donc clairement, c'est une autonomie qui est très très bonne, surtout compte tenu du poids et du gabarit de la voiture. Et donc là-dessus encore, un très bon point pour Tesla. Et bien voilà, c'est le moment un petit peu triste de cette journée d'essai. Il va falloir rendre notre Model Y de test. On en a bien profité et surtout, on a adoré le conduire. C'est tout simplement une Model 3. Alors, c'est une Model 3 certes surélevée. Elle garde, on va dire, tous les côtés agréables et notamment les sensations de conduite de la Model 3 avec une position qui est beaucoup plus confortable. L'autre point positif, c'est évidemment l'autonomie. Avec 507 km d'autonomie, elle se place parmi, on va dire, les meilleures voitures du segment. Au final, la proposition de Tesla, elle est très cohérente. Bien sûr, c'est un véhicule qui coûte près de 60 000 €, mais quand on voit la concurrence, ce sont les mêmes tarifs, mais pour des performances moindres, notamment sur l'autonomie. Et concrètement, avec le Model Y, on a une voiture qui est ultra agréable à conduire, vous l'avez compris, mais surtout très facile à utiliser au quotidien, avec énormément d'espace, notamment dans le coffre. Bien sûr, c'est une proposition parfaitement réussie de la part de Tesla, c'est quasiment sans faute. Voilà, l'essai de cette semaine, la Tesla Model Y par Dimitri Charidis de la rédaction de zeronet.com. Nouveau rendez-vous maintenant dans En route pour demain. Ça sera l'avis de l'expert dorénavant qu'on retrouvera toutes les semaines et c'est en partenariat avec le CNPA. BFM Business, En route pour demain, l'avis de l'expert. Et dorénavant, donc toutes les semaines, on va essayer de décrypter toutes les tendances liées à l'automobile qui bouleversent, évidemment, vous vous en rendez compte, de pas mal de métiers. Focus cette semaine pour débuter sur le garage du futur avec mon invité Philippe Debouzy. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes le président de la branche des agents de marque et des indépendants du CNPA. Et on va évoquer avec vous un métier qui est en train de se transformer. C'est le métier de garagiste. Vous-même, c'est votre métier depuis de très nombreuses années, de père en fils, et vos enfants, évidemment, sont là pour assurer le futur, mais on le voit, le garage du futur ne sera pas, c'est sûr, le garage d'aujourd'hui. Il évolue avec, entre autres, l'électrique, entre autres, on est d'accord. Oui, on est d'accord, mais je suis toujours un peu provocateur parce qu'en disant que le véhicule, en gros, il a 100 ans, et que nous, service après-vente, on s'est toujours adapté par rapport à ce qui se vend sur le marché. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne change pas et qu'on n'évolue pas. Mais ça sera une évolution, ça ne sera pas une révolution. À quoi va ressembler, à votre avis, le garage du futur ? Est-ce que vous arrivez déjà à l'appréhender ? Oui, je pense qu'il sera un petit peu schizophrène, c'est-à-dire qu'en fait, on aura l'ancien parc qui va durer très longtemps encore à entretenir. Donc les voitures thermiques. Les voitures classiques. Et puis on voit le succès des marques qui sont ce qu'on appelle low cost, qui sont avec peu d'électronique, peu de choses embarquées. Donc pourquoi pas continuer quand même à être sur ce marché-là de l'après-vente. Et puis de l'autre côté, une voiture très technologique qui va évoluer en fonction des normes de sécurité, d'environnement et toute une série de législations qui va arriver encore pour freiner un petit peu ce fameux moteur thermique et puis cette fameuse
plaie de la société, entre guillemets, qui est l'automobile, puisqu'aujourd'hui, le car bashing, c'est quand même pas un vain mot. Donc nous, on va s'adapter. On a continué par la formation, par l'investissement dans nos outils pour en fait s'adapter. Et demain, on sera ce qu'on appelle les garages 4.0, qui en fait seront avec les véhicules connectés, avec les véhicules qui seront peut-être demain dépannables à distance. On le voit avec Tesla, notamment, qui est en train de rabattre complètement les cartes. Ça veut dire que demain, le chef d'atelier sera un ingénieur informatique, à votre avis? Oui, on en a déjà de toute façon, donc, puisque ça fait longtemps qu'on a mis en place des filières pour des bacs pro, pour des ingénieurs qui sont en fait demain des intervenants majeurs dans nos affaires. Alors peut-être qu'on fonctionnera différemment, puisqu'en fait ils prendront la main éventuellement en ligne sur les véhicules pour des problèmes très hauts, de très haute technicité. Peut-être qu'on aura aussi des pôles qui seront technologiques. Aujourd'hui des groupes comme Stellantis sont en train de revisiter un petit peu leur réseau de réparateurs agréés et de concessions. Donc la structure va peut-être changer, mais le cœur du métier sera toujours le même. Le consommateur a besoin de sa mobilité. La mobilité, pour l'instant, elle repose quand même sur l'individualité, la voiture. Oui, parce qu'on n'a pas trouvé mieux encore, pour certains scénarios en tout cas. Oui, et puis on prend toujours les exemples types de grands mouvements de société qui ont eu lieu derrière nous, les Gilets jaunes par exemple, qui sont en fait la preuve que on a besoin de notre mobilité. Alors, elle sera électrique, elle sera peut-être aussi avec de nouveaux outils. L'avènement de la trottinette ou autre, c'est l'exemple type. Mais elle repose quand même sur un cercle qui s'appelle la famille, qui a besoin aussi de se mouvoir ensemble et d'indépendance. C'est-à-dire, je veux partir quand je veux. Et la Covid a bien prouvé qu'on redécouvre les vertus de notre pays pour faire du tourisme, pour ses vacances. Et on passe par l'automobile pour ses loisirs aussi, donc en fait c'est pas fini. Et nous, professionnels derrière, on va s'adapter et on a même anticipé, puisqu'on a déjà ces équipementiers qui mettent à notre disposition des outils qu'on va connecter, qui vont nous permettre d'intervenir en interliaison, la prise de rendez-vous en ligne, des choses comme ça. C'est des choses qui même la vente de véhicules directement par le web aussi. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Philippe Debouzy, donc président de la branche des agents de marque et des indépendants au CNPA. Et c'est avec ce nouveau rendez-vous que se termine ce En route pour demain. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous, bien sûr, le week-end prochain, à la fois sur BFM Business et 01 TV. Portez-vous bien d'ici là. À très vite. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain avec Pauline Ducamp et François Sorel.